bah, le rôle des ODG quand même dans ce dispositif, qui est forcément un rôle un peu particulier au regard de la réglementation que nous avons mis en œuvre via le Code rural et de la pêche maritime au niveau national. Donc, ce sera plutôt moi qui interviendrai sur cette partie, et puis après on rentrera dans le sujet plus précis bon, des règles d'emploi d'un ingrédient et notamment de l'étiquetage d'un produit transformé lorsqu'il y a utilisation d'ingrédients sous signe de qualité. Et à cette issue, en espérant qu'on aura été assez clair, mais aussi peut-être pour clarifier les choses, on vous fera une sorte de QCM et d'exercice sur lequel vous serez noté par rapport à des exemples d'étiquetage. Vous pourrez nous dire, et on essaiera un peu aussi de vous expliquer en quoi la position de l'INAO et des fraudes est plutôt favorable ou défavorable à l'étiquetage qui est proposé. Et puis après, on essaiera de se donner quand même un temps pour l'échange. Donc, on va essayer de faire une présentation assez rapide. C'est dommage qu'on ne voit pas plus nous. Voilà, donc je vais commencer par la première partie. Le rappel des dispositions générales relatives à la protection des SIPO et rôle des ODG, en indiquant tout d'abord les bases réglementaires. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles vous avez sollicité notre intervention aujourd'hui. C'est la publication en avril dernier donc, du règlement 2024-143 qui a abrogé le règlement 151-2012 et dans lequel, justement, il y a des dispositions qui étaient avant des lignes directrices qui ont été intégrées donc dans ce règlement européen. C'est d'ailleurs aussi pour cette raison que nous avons avec Alimentaire prévu aussi en janvier ou février, je ne sais plus exactement, une autre réunion d'information pour parler d'autres sujets apportés par ce règlement autour des questions de l'intégration de dispositions relatives à la durabilité dans les cahiers des charges. Mais ce n'est pas l'objet de la journée. Donc ce règlement est riche en tout cas en sujets d'actualité et à décoder. Dire bien sûr que les bases réglementaires de la protection des IG elles sont aussi dans le code de la consommation au niveau national, dans le code rural et de la pêche maritime pour les AOC, mais également, s'agissant d'IG, qui répondent aussi globalement à un objectif de protection de la propriété intellectuelle au travers notamment l'accord ADPIC dans le cadre de l'OMC, eh bien, ces IG sont aussi régis par un certain nombre d'articles qui sont prévus dans le code de la propriété intellectuelle. Je vous ai parlé donc du règlement 2024-1143. Ce qui peut être intéressant en termes de protection, c'est d'indiquer quelles sont les évolutions qu'apporte ce règlement. Mais j'ai voulu mettre d'abord une première diapo qui reprend un peu tous les sujets et toutes les thématiques en lien avec nos signes de qualité pour montrer qu'il y a eu effectivement, au-delà de l'annulation et de l'abrogation du règlement 151, une évolution dans les approches, on va dire, transversales selon les secteurs, puisque aujourd'hui, vous voyez qu'au travers ce règlement qu'on appelle REFIT, donc qui est le 2024-143, tout un ensemble de dispositions donc sont reprises et vont concerner l'ensemble des secteurs viticoles, agro ou BS comme boissons spiritueuses. Donc il y a cette volonté de la Commission européenne petit à petit de mettre en place des dispositions qui soient transversales, quelles que soient donc les filières et les signes de qualité, avec néanmoins un certain nombre d'éléments qui vont rester spécifiques pour les vins et les boissons spiritueuses, ou pour lesquels il faudra se référer à d'autres règlements, le 1308-2013 pour, par exemple, le viticole, et le règlement, dont j'ai plus le numéro, mais spécifique pour ce qui concerne les boissons spiritueuses. En termes de protection pure, ce qu'apporte ce règlement par rapport à ce qui prévalait précédemment? Tout d'abord, vous avez l'article 26 qui, cette fois-ci, met en place une extension explicite de la protection au commerce en ligne. L'article 27, et donc on y viendra un peu plus dans le détail après avec l'intervention de Mme Lagadec, l'introduction effectivement des règles qui étaient issues des lignes directrices de la COM relatives à l'utilisation des produits IG en tant qu'ingrédients dans des produits transformés. Avec une particularité, on pourra en parler parce qu'aujourd'hui, les dispositions nationales ne sont pas encore complètement bouclées sur le sujet, mais l'obligation pour des opérateurs qui voudraient, dans l'étiquetage, indiquer un produit sous signe de qualité, de notifier préalablement donc, par les opérateurs concernés cet étiquetage au groupement de producteurs reconnus, avec pour celui-ci
un délai de 4 mois pour accuser réception donc, de cette notification. Autre point qu'apporte ce règlement, c'est l'article 35, c'est l'extension, alors après la protection au commerce en ligne, la protection au nom de domaine. L'article 37 également donc, apporte des éléments et des précisions quant à l'utilisation notamment des mentions et puis des symboles de l'Union, avec globalement un maintien des règles actuelles, mais des éléments plus précis sur le fait que le symbole ne doit pas figurer conjointement à la dénomination de la denrée alimentaire lorsque l'IG est utilisé en tant qu'ingrédient. Ce qui sous-entend aussi, au travers de cela, que de manière explicite, il est autorisé aussi la possibilité d'utiliser le symbole de l'Union sur un produit transformé qui utiliserait un ingrédient IG. Et puis, autre point, ce qui est indiqué, c'est à nouveau l'obligation de mention du nom du producteur dans le même champ de vision que l'IG. Ce qui veut dire, s'il fallait résumer, qu'aujourd'hui, pour ce qui concerne les indications géographiques, l'étiquetage doit comporter, alors là, je ne parle pas des produits transformés, mais d'un produit qui est sous IG, véritablement, la dénomination ou une des dénominations enregistrées telle qu'elle figure dans le registre de la Commission européenne. Donc, vous pouvez, hein, si vous avez besoin de vous rappeler effectivement l'orthographe précise, telle qu'elle est enregistrée, vous référez à l'outil proposé par la Commission, donc iAmbrosia. Parfois, c'est un peu idiot, hein, mais vous aviez par exemple la possibilité, avant sur la bergamote de Nancy, de mettre le S ou pas. Aujourd'hui, on a simplifié ça, il n'y a pas de S. Donc, il faut être vigilant quand même sur la dénomination telle qu'elle est enregistrée. Le symbole de l'Union, le nom de producteur, tous ces éléments devront figurer donc dans le même champ visuel. Alors, venons-en au rappel, en fin de compte, du champ de protection des IG. Je vais principalement reprendre les dispositions du règlement 2024-1143, mais qui sont clairement assez cohérentes et complétées de manière logique par les dispositions du Code rural, du Code de la consommation, mais c'est quand même cela qu'il faut retenir avant tout. La première chose, c'est une protection contre toute utilisation commerciale directe ou indirecte du IG à l'égard de produits non couverts par l'enregistrement, et notamment et en particulier lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination. Lorsque l'utilisation de la dite indication géographique pour tout produit ou service permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, de l'affaiblir, de l'atténuer ou de lui porter préjudice. Deuxième élément sur lequel porte la protection des indications géographiques, c'est une protection contre toute usurpation, imitation ou évocation. Et vous verrez que ça peut aller assez loin dans les exemples de jurisprudence que nous avons, même si l'origine véritable des produits ou des services est indiquée, ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d'une expression telle que genre, type, méthode, façon, imitation, goût, manière ou d'une expression similaire. Ensuite, la protection, elle est bien sûr contre toute indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités essentielles du produit, ainsi que contre l'utilisation pour le conditionnement d'un récipient de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit, et puis plus largement, toute autre pratique. Donc là, parfois, c'est souvent soumis à de la subjectivité ou en tout cas à des interprétations, mais toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit. Je vous ai mis ici quelques exemples pour montrer un peu ce qu'on peut trouver. Alors, c'est un peu des exemples qu'on remet souvent à la sauce dans les présentations INAO, donc peut-être que vous avez déjà vu précédemment. Vous avez, bon, à gauche, des exemples d'usurpation clairement de la dénomination telle qu'elle est enregistrée, même si elle est traduite. Les lentilles vertes du Puy, et puis le jambon de Bayonne, par exemple. Mais vous pouvez aussi, tout à l'heure, on parlait un peu de type, genre, etc. et tout, avoir des choses qui sont un peu indirectes, donc avec une reprise partielle du nom ou de ses dérivés qui sont liés à des produits donc qui sont reconnus sous IGP. Par exemple, là, vous avez des pâtes. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, je ne sais pas si je peux grossir, si voilà, ça marche comme ça, c'est super. Où il est fait référence au fait qu'on est sur une spécialité alimentaire alsacienne. Vous savez qu'il existe effectivement
une IGP pâte d'Alsace, donc ne s'agissant pas d'un produit sous IGP, ben, il contrevient effectivement sur cet aspect-là. De la même manière, vous avez ici Petite Épaute de Provence, donc vous avez une IGP qui est reconnue sur la farine de Petite Épaute, ce qui n'est pas effectivement ce produit-là, donc il y a bien un détournement en fin de compte de la réputation ou de la notoriété du produit qui est reconnu et protégé. Autre exemple, alors excusez-moi, j'ai mis principalement des produits viticoles, il y en a peut-être un peu moins sur les Hauts-de-France, mais vous avez effectivement là des choses qui sont un peu de l'évocation au travers des dénominations un petit peu originales, mais clairement qui font référence de manière phonétique, on va dire, à des dénominations qui sont par ailleurs protégées. Donc vous trouvez ici, certes, c'est une jolie femme, incontestablement, mais la Beaujolais, effectivement, pose des questions quant à l'utilisation un peu frauduleuse, bien entendu, de ce terme. Là, vous avez une Roumanie comté. Voilà, je vous laisse apprécier effectivement de l'originalité parfois des opérateurs. Là, un cognac, voilà. Là, un Pomenroll. Enfin voilà, je pense que vous aurez compris que plus la notoriété est importante de la réputation d'une appellation, plus malheureusement elle est souvent usurpée au travers de ce type de démarche. Autre élément, donc c'est par rapport plutôt, alors c'est un peu différent, on n'est pas sur des produits comparables, mais sur des questions de détournement de notoriété. Je pense que vous connaissez tous, ou au moins avez entendu parler du parfum Yves Saint Laurent Champagne. Voilà, donc il y a vraiment eu une décision suite à une volonté donc, du comité Champagne de s'opposer à cette marque. Je ne sais plus comment s'appelle le parfum aujourd'hui, mais en tout cas, il n'est plus sous ce nom-là. Et on est plus là pour le coup sur un détournement de notoriété ou une utilisation de la réputation ou de l'image en fin de compte qui est associée à la dénomination enregistrée. Et vous retrouvez un peu la même chose avec des bijoux piment d'Espelette ou avec ici, vous voyez, on est sur un vin, mais on fait référence quand même à une appellation qui est volaille de Bresse et qui, ben, voilà, c'est considéré comme un détournement de notoriété. Tout à l'heure, j'évoquais le fait que l'évocation, ça peut aller très loin, et notamment par l'image ou l'emploi d'éléments caractéristiques. Et donc ça, pour vous montrer des exemples, on a en plus donc des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne, donc de 2019 et 2020, qui viennent clairement confirmer eh bien qu'il suffit d'évoquer par l'image donc une appellation, alors que pour autant le nom ou la dénomination géographique n'est pas détourné ou utilisé pour considérer qu'il y a effectivement atteinte à l'IG concerné. Sur la gauche, vous avez ici donc des fromages qui sont des fromages donc, produits en Espagne. Donc vous ne voyez pas a priori de nom géographique, mais vous avez eu un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc c'était, on va dire, le groupement de producteurs reconnu pour l'appellation Queso Manchego. Alors moi, je ne suis pas hispanophone, mais Manchego, ça correspond donc à la région de la Mancha, donc de la Manche. Et donc, il a été considéré par la Cour de justice de l'Union européenne donc que les illustrations de Don Quichotte et de ses moulins, Don Quichotte de la Mancha, bien entendu, vous aurez compris, ou bien de Rocinante, qui est le nom du cheval de Don Quichotte, étaient suffisants pour considérer que c'était des signes figuratifs qui faisaient référence donc à la région de la Mancha et qui conduisaient effectivement à considérer que ces produits utilisaient, détournaient la réputation ou la notoriété effectivement du fromage reconnu en AOP. De la même manière, on peut considérer par exemple sur cette bouteille de cidre fermier des vergers de Caire quelque chose, que la carte ici qui montre clairement et qu'elle est tout à fait reconnaissable, la région de la Bretagne, est suffisante pour considérer effectivement qu'il y a aussi détournement de la notoriété ou en tout cas usurpation d'une IG qui est protégée par ailleurs, en particulier ici, en l'occurrence, l'IGP Cidre de Bretagne. Et puis, en 2020, un autre arrêt
qui est intéressant de citer, là, pour le coup, c'est une affaire donc concernant l'AOP Morbier, où la Cour de justice, alors j'essaie de reprendre quelques éléments donc, du jugement, qui disait les règles n'ont pas vocation à interdire la seule utilisation par un tiers de la dénomination enregistrée, elles doivent être interprétées en ce qu'elles sont aussi destinées à interdire toute reproduction de la forme ou de l'apparence caractéristique d'un produit couvert par une telle protection. Là, en l'occurrence, il s'agissait de la ligne noire qui est utilisée effectivement et reconnaissable et caractéristique du fromage, donc de l'appellation Morbier, qui était donc par rapport à un produit qui n'était pas sous appellation et qui avait repris effectivement ce code caractéristique. On pourrait imaginer par exemple aussi quelqu'un qui voudrait faire un fromage qui ressemblerait à, à un maroilles, pourrait éventuellement aussi être tout à fait contestable de la même manière. Au niveau de la STG, les règles de protection sont aussi prévues par le règlement 2024-143. Et là, donc, c'est un petit peu plus, je dirais, au moins littéral que pour les IG, mais on a aussi à peu près l'équivalent. Protection contre toute usurpation, imitation ou évocation, même si la dénomination protégée est traduite, y compris en ce qui concerne les produits utilisés en tant qu'ingrédients, ou contre toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur. Et bien sûr, le Code de la consommation vient aussi apporter des règles et notamment définir les infractions et les peines qui sont encourues dans le cas où on vient donc détourner ou usurper ou imiter ou évoquer une STG qui serait par ailleurs reconnue et enregistrée. Pour le label rouge, comme vous le savez, nous sommes sur un signe national, donc ce sont uniquement des dispositions législatives et réglementaires nationales qui vont s'appliquer. Le Code rural de la pêche maritime, avec la définition du label rouge, le Code de la consommation, le frauduleuse, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais bon, utilisation frauduleuse ou faisant peur au bénéfice, et au cas particulier du logo en particulier, et de la marque collective label rouge, elle est soumise au respect donc d'un règlement d'usage, d'une charte graphique, donc au bénéfice de label rouge et au respect du cahier des charges. Je dis cela parce que effectivement, cette marque label rouge est une marque qui est la propriété du ministère de l'Agriculture et donc est protégée par les règles en termes de propriété intellectuelle et est enregistrée. Et donc n'est susceptible de faire l'objet d'aucune appropriation. On ne peut pas, dans une marque qu'on voudrait enregistrer une marque qui ferait apparaître ce logo label rouge. On ne peut pas modifier, imiter, évoquer ou personnaliser ce logo parce que là, on serait sur une contrefaçon par imitation. Donc voilà, c'est important de prendre en considération cela, sachant que par ailleurs, comme je vous l'ai dit, donc il y a un code ou un règlement d'usage de cette marque. Et vous verrez que là, il y a des petites nuances, notamment par rapport aux indications géographiques. C'est que dans l'étiquetage, eh bien, ce label rouge, ce logo, il est réservé aux produits bénéficiants, effectivement, de label rouge. Et lorsqu'il s'agit de renvoyer à la matière première utilisée label rouge, on peut faire référence uniquement à la mention label rouge, sous réserve du respect d'un certain nombre de conditions, mais ce qui veut dire aussi que donc dans le cas d'un produit transformé qui utiliserait un produit label rouge, on peut éventuellement faire référence que c'est réalisé à base, par exemple, de porc fermier label rouge, mais on ne peut pas utiliser pour le produit transformé le logo, ce qui est un petit peu différent par rapport effectivement aux IG, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, et le rappellera beaucoup plus précisément Madame Lagadec-Lamassion. Et dans la communication, à l'inverse, c'est un peu surprenant, mais c'est comme ça, il y a cette logique-là, pas sur le produit, mais dans la communication, le logo peut être utilisé, directement associé au produit en bénéficiant, et on verra des exemples notamment où il est utilisé, je pense, aux différents catalogues promotionnels qui peuvent être réalisés par les enseignes de la grande distribution. Pour le bio, les bases réglementaires par rapport à la protection et plus largement de l'emploi des termes biologiques, écologiques, organiques, ainsi que leurs diminutifs, bio, éco, etc. C'est l'article 30 du règlement donc bio 2018-848 qui le prévoit. Ils ne peuvent être employés sur l'étiquetage des produits entrant
dans le champ du règlement bio que si les produits sont conformes au règlement, ça paraît évident, un respect du cahier des charges. La protection s'étend également aux marques commerciales et aux dénominations sociales. L'utilisation de termes qui seraient de nature à induire le consommateur sur la qualité biologique du produit, bien sûr, est interdite. Comme pour le label rouge, vous savez qu'à côté de la feuille européenne, il y a le logo aussi agriculture biologique, qui est aussi une marque, comme pour le label rouge du ministère de l'Agriculture. Et donc, de la même manière, le logo, il doit répondre à un certain nombre de règles lorsqu'il est utilisé. Et il existe également un règlement d'usage, une charte graphique associée, bien sûr, respect de la réglementation en matière d'agriculture biologique, ça paraît évident. Et par contre, il est aussi soumis à une demande d'utilisation et à l'obtention de l'autorisation correspondante auprès des OC, organismes de contrôle, et de l'agence bio. Sinon, même règle sur l'impossibilité d'utiliser ou de reprendre ce logo pour l'enregistrement d'une marque ou sur éventuellement une modification de ce logo qui est donc protégé par son enregistrement en tant que marque. Je vous ai remis ici, je ne vais pas relire, mais vous pouvez trouver effectivement sur le site de l'INAO l'ensemble des liens vers les règlements d'utilisation et chartes graphiques de ces deux marques, Label Rouge et Bio. Et également, vous avez des règles qui ont été définies en termes d'usage de ces logos dans tout ce qui est lieu de vente et restauration collective, donc que vous trouverez dans les différents liens qui sont disponibles sur le site INAO, mais également sur ce PowerPoint. Sur les ODG, c'était un peu le deuxième point que je voulais aborder, mais je vais être très très court. Je me permets, Olivier, je te coupe. Je voulais savoir s'il y avait déjà il y a eu beaucoup d'informations. Donc, est-ce qu'il y a déjà des questions pour cette première partie? Alors, j'espère avoir été clair, surtout déjà, que je n'ai pas dit trop de bêtises, que mes collègues juristes, apparemment, j'ai été clair, ou bien c'était pas le sujet que. Je vous propose peut-être de finir ma partie, parce qu'il y a deux diapos, hein, voire trois. Je continue? Oui? Mathilde, je ne vous entends pas, avant vous avez le micro. Oui, oui, vous pouvez continuer. C'était juste Benoît Gourdon qui faisait un petit commentaire comme quoi c'était clair. Ok, mais malheureusement, vu comme j'affiche, je ne vois pas les commentaires, rien, c'est toujours pas évident. Ouais. Donc là, je vais être très court sur les ODG, puisque vous êtes quand même nombreux autour de cette table, j'allais dire, enfin en tout cas autour de l'écran. Bon, c'est pas la peine de vous rappeler que parmi les missions qui sont déléguées à l'ODG, et donc qui sont des éléments qui conduisent à sa reconnaissance, il y a bien entendu le fait que les ODG participent aux actions de défense et de protection du nom. Ce que je voulais surtout dire, c'est que nous avons au niveau de l'INAO et puis des fraudes, ce que j'appelle souvent en surveillant une stratégie un petit peu gilet de trois lames, si vous me permettez. C'est-à-dire que en cas de constat d'une anomalie à votre niveau, ce qu'on préférerait dans un premier temps, c'est de faire ça en plusieurs temps, parce qu'il n'y a rien de mieux que d'essayer de gérer et de régler des problématiques à l'amiable, plutôt que de se retrouver en situation de devoir après aller dans des procédures contentieuses, soit en civil, soit voire en pénal. Ça arrive des fois, il le faut, mais on se rend compte qu'avec beaucoup d'anticipation, on peut quand même éviter un certain nombre de sujets et vite revenir à des choses qui vont bien. Donc, l'idée d'une part, c'est de dire qu'à votre niveau, au niveau de l'ODG, si vous avez effectivement une anomalie, c'est important de bien documenter. Souvent, Nagadec pourra peut-être me confirmer, on nous dit, on a vu un truc sans forcément avoir forcément beaucoup d'éléments sur des photos, lieux d'achat, etc., etc. Donc c'est important pour pouvoir éventuellement, s'il faut aller plus loin et justifier et analyser, avoir ces éléments-là. Et donc, bien entendu, lorsque vous constatez une anomalie, c'est toujours un peu compliqué, on verra des exemples après, d'apprécier, de savoir si effectivement on est dans une situation un peu compliquée. Donc là, bien entendu, nous sommes à votre disposition, les fraudes comme l'Institut, pour éventuellement analyser avec vous les choses. Mais c'est vrai que ce serait bien, dans un premier temps, que vos ODG, donc, dans le cadre de leur rôle qui leur incombe, fassent un courrier qu'on peut élaborer aussi avec vous, recommandé, qui indique le constat
et rappelle les règles d'étiquetage et de protection. Et en cas de non-réponse de l'opérateur suite à votre courrier, bien entendu, signalement des anomalies à l'adresse et à l'INAO pour que nous puissions également intervenir à notre niveau, soit par un courrier directement, voire une intervention de vos services au niveau de l'adresse directement auprès de l'opérateur. Je sais, quand je dis ça, c'est toujours un peu compliqué parce que pour vous, ODG professionnels, souvent, en plus, quand vous êtes des petits ODG, n'entendez pas petit au sens, plutôt vous avez peu d'opérateurs, hein, il y a quand même quelques-uns comme ça. C'est jamais facile d'aller envoyer un courrier à, je dirais, à Leclerc ou à Auchan, etc. et tout. Enfin, c'est pas simple. Voir un opérateur qui achète une bonne partie de votre production. Donc déjà, je suis tout à fait conscient de ça. C'est jamais simple. Une des réponses à ça, ça peut être aussi au travers de la structuration de vos ODG. Clairement, des ODG qui sont mutualisés comme Vendée Qualité ou le PAC, forcément, sont beaucoup plus forts de ce point de vue-là parce que ils sont beaucoup plus larges en termes de nombre de signes de qualité d'opérateurs représentés. Après, ça dépend aussi de la puissance, j'ai envie de dire, de bien sûr l'ODG. Vous imaginez bien qu'en Champagne, en l'occurrence, c'est le comité Champagne qui assure cette protection, qu'il est particulièrement écouté et lui très vigilant sur tout. L'autre élément, et on constate que mine de rien ça marche bien, c'est que il est toujours mieux de prévenir plutôt que de guérir ou de sanctionner. Et dans certains cas, il y a pas mal d'ODG qui ont en fait considéré que plutôt que d'aller faire des courriers qui peuvent être mal perçus, c'est peut-être en anticipation faire en fait de l'information auprès des opérateurs ou les anciennes de la grande distribution sur les modalités d'étiquetage. Ça permet d'éviter qu'il y ait des erreurs par la suite. Donc, je vous ai mis un titre d'exemple et si vous voulez, on pourra vous les communiquer. Un guide d'étiquetage qui est relativement récent sur le sel de Camargue et la fleur de sel de Camargue, la châtaigne d'Ardèche. Au niveau des fédérations d'ODG, le CNAOL a édité aussi des documents qui le permettent, et puis le Marraine-Oléron. Voilà, j'étais très court sur le rôle des ODG, mais ça me paraissait intéressant et important de le rappeler et de vous indiquer un peu le rôle qu'on attend de vous, avec notre aide, bien entendu, pour juger est-ce qu'il y a anomalie ou pas, parce que parfois c'est compliqué. Est-ce qu'avant que je laisse la parole sur le sujet beaucoup plus précis de l'étiquetage des produits transformés, non? Non, Est-ce qu'il y a des questions avant d'entamer? Oui, Benoît. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Si tu en partages, là, je ne sais pas, attendez. Moi, j'ai une question, Olivier, à propos du label rouge et du terme label. Est-ce que le terme label est protégé? Parce que parfois, on peut avoir dans la communication souvent le terme label utilisé, que ce soit pour les produits sous signe officiel de qualité, mais également sur d'autres démarches. Label rouge est protégé, ça, il n'y a pas de sujet. J'irais même aussi, de temps en temps, on a un label, vous voyez, un label fille rouge, enfin, on peut imaginer plein de trucs comme ça. Non, malheureusement, label, c'est pas protégé, le terme en tant que tel. Par contre, c'est vrai qu'au niveau de l'Institut, je parlais de Fanny Hennequin tout à l'heure, dès qu'elle voit dans un document, un texte marqué les labels, elle saute au plafond. Donc, quand on peut, on agit. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, le CGA, Concours général agricole, avait fait une campagne d'affichage, donc où il mettait sur ses affiches, le mot label apparaissait. Et donc, le service juridique de l'Institut avait contacté en fin de compte le CGA. Heureusement, on a un peu les mêmes patrons quelque part chez le ministère de l'Agriculture, qui a donc fait évoluer et avait donc accepté les remarques qu'on leur avait fait pour supprimer le terme de label de leurs affiches et de leur communication. Mais malheureusement, c'est pas protégé. Je pourrais demander confirmation, mais je sais que Fanny, voilà. Ok, merci. Mais nous, ODG, INAO, si on pouvait utiliser les bons termes, j'ai envie de dire, ce serait parfait, quoi. Même pour les IG, voilà. Ouais,
moi, je voulais rebondir sur cette question et en effet préciser qu'au quotidien, nous, au niveau de Qu'Alimentaire et avec nos DG, on se bat pour que le terme label soit respecté. Mais malheureusement, il est très très souvent utilisé à mauvais escient. Et parfois même, je sais qu'il y a l'INAO sur le coup, mais à titre d'exemple, il y a en Bretagne une marque collective qui a été déposée donc sur les produits de la mer qui s'appelle Label Braise. Ça fait mal quand même, quoi. Oui. Mm. Après, on peut essayer de les coincer par toute la communication qu'il y a autour, hein. Il peut laisser à penser. Parce que ce qui ne plaît pas effectivement à Fanny, je pense, au niveau du service juridique, c'est que sous label, on entend quand même le côté garantie de l'État ou un truc comme ça, quoi. Enfin, voilà. Et c'est, par rapport à des labels privés, c'est toujours un peu compliqué. On poursuit, Mathilde? Oui, il y a juste une remarque de Brigitte qui dit que ce serait intéressant d'avoir les documents rédigés par les ODG à titre d'exemple. Oui, bien sûr, on vous les passera. C'était aussi un peu de ma part un appel du pied, j'ai envie de dire, quoi. C'est-à-dire que si vous voulez parce que là, on sera avec vous, hein, vous verrez que dans ces documents, ils ont toujours été co-élaborés avec les services des DRECS locales et nos référents juridiques en délégation territoriale. On vous les enverra. Raoul. En complément, je voulais juste ajouter que pour avoir participé avec Mathilde et Rino à la réunion INAO de la semaine dernière, il y avait des exemples de procédures aussi qui avaient été présentés, notamment par Vendée Qualité et puis le piment d'Espelette. Et on nous a promis qu'on les recevrait également. Donc, c'est toujours intéressant de voir comment des ODG à taille humaine, je vais dire, peuvent s'organiser pour lutter contre les usurpations. Parce que c'est vrai que quand on a une présentation de champagne, de cognac ou de Bordeaux, voilà, c'est bien, mais on n'a pas forcément les mêmes moyens. Mais ils se sont donné les moyens aussi. Mais c'est vrai que c'est ça. Ouais. Je laisse la parole à Mme Lagadec pour la deuxième partie. On avait jusqu'à 12h30, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Donc, on voulait vous faire le QCM à la fin, c'est ça le plus rigolo. Je partage donc l'écran de nouveau. Et normalement, vous voulez, je laisse. Je clique. Ouais, normalement. Oui, c'est bon, on voit l'écran. Alors, c'est parti pour les règles d'emploi. Marche pas? Marche pas. Hop là, des fois, il s'est mis en. C'est mis en règle. Bah écoutez, comme ça. C'est bizarre, il veut pas. C'est comment? Oh non, ça va être bon. Il veut pas. Ah, il est revenu. Alors, en fait, je pense que le problème, c'est que nous, c'est une question de détail. Il se déplace entre les deux écrans, c'est pour ça. Est-ce que c'est bon? Ouais. Alors. Je vais pas dans mon sens. Alors, pareil, un rappel réglementaire et les définitions. Donc, comme l'a dit M. Russell, donc pour tout ce qui est AOP, IGP, STG, donc on est sur ce nouveau règlement 2024-1143 qui est entré en vigueur le 13 mai 2024 et qui a abrogé l'ancien règlement 1151-2012. Pour le bio, donc c'est le 2018-848 et le label rouge, on est sur le Code rural et de la pêche maritime ainsi que le Code de la protection intellectuelle. Alors, je tiens à faire un petit rappel, des définitions au niveau du règlement INCO, donc le 1169-2011, donc ce qui s'appelle un ingrédient. Donc, ça va être toutes les substances produits, donc y compris arômes, additifs, enzymes, donc qui vont être incorporés dans la fabrication d'une denrée alimentaire et qui sont encore présents dans le produit fini. Faire la distinction entre l'étiquette et l'étiquetage. Donc, l'étiquette, c'est tout ce qui est marque, signe, image, donc représentation graphique écrite, imprimée, donc sur l'emballage ou le récipient contenant la denrée alimentaire ou joint à celui-ci, à distinguer de l'étiquetage qui concerne donc les mentions, marque de fabrique, de commerce, donc qui figurent sur tout emballage, documents, écriteaux, étiquettes, bagues ou collerettes accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire. Donc là, ça concerne également tout ce qui est non préemballé. Le règlement 852-2004 donc, qui concerne l'hygiène alimentaire. Alors pourquoi je cite ce règlement? En fait, il est fait mention dans le règlement 2024-1143 pour tout ce qui va de la définition des produits transformés.
Donc, c'est la transformation des produits non transformés. Par transformation, on entend donc toute modification importante du produit initial, donc par chauffage, fumaison, salaison, extrusion, etc. Et donc, un produit non transformé, c'est un produit qui a été, par exemple, divisé, séparé, tranché, découpé. Les congelés, les surgelés, les réfrigérés sont considérés comme non transformés. Pardon, je vais trop vite. Et enfin, donc, dans la diapositive, on entendra par indication géographique ou IG les AOP et IGP relatives aux produits agricoles et les denrées alimentaires, et donc tout ce qui est étiquetage des produits transformés sont entendus au sens des règlements précédemment cités. Voilà, donc on en vient enfin aux règles d'emploi, je pense que vous attendez ça. Alors, donc c'est l'article 27 du règlement 2024-1147 donc, qui va donner la possibilité qu'une IG qui désigne donc, un produit utilisé comme ingrédient puisse figurer dans la dénomination de la denrée alimentaire sur son étiquetage et dans sa publicité. Cet article reprend en grande partie les lignes directrices de la Commission de 2010. Pardon, c'est pas facile. Alors, les conditions à remplir. Le produit transformé ne contient aucun autre produit comparable qui est dépourvu d'indication géographique à l'ingrédient désigné lui-même par son indication géographique. Par exemple, on ne pourra pas mettre dans la dénomination, faire mention à l'AOP Roquefort alors que le produit contient également un fromage bleu ou fromage persillé classique. Et pareil pour l'AOP Comté et un Emmental. Il faut que l'ingrédient désigné par l'indication géographique se trouve en quantité suffisante pour conférer une caractéristique essentielle au produit transformé. Il n'y a pas de pourcentage minimal puisque tout va dépendre de l'ingrédient. Entre une épice qui va pouvoir être incorporée à très faible quantité et une autre viande, par exemple une viande, là par contre la quantité devra être beaucoup plus importante. Et enfin, le pourcentage de l'ingrédient désigné par l'IG dont le produit transformé doit être indiqué sur l'étiquette. La nouveauté évoquée également par M. Russell, c'est que les producteurs de denrées alimentaires qui souhaitent donc utiliser une IG dans la denrée doivent faire une notification écrite à l'ODG. L'ODG, elle a 4 mois pour accuser réception. Mais sans réponse passé ce délai, le producteur peut utiliser l'IG dans la dénomination. La notification n'est pas une demande d'autorisation. Il n'y a pas d'obligation de réponse, mais c'est dans votre intérêt quand même de vous assurer que l'IG va être bien employé. Donc, comme on l'a dit, faire preuve de pédagogie via des infographies, comme le font certaines ODG, ça peut être très intéressant. Et contacter donc soit l'INAO ou le pôle CNADRET si vous constatez des anomalies concernant l'utilisation des indications géographiques. À savoir également que pour tous les ingrédients qui sont déjà utilisés dans des denrées alimentaires, il n'y a pas de rétroactivité par rapport à cette réglementation. Ce sera pour toutes les prochaines utilisations. Un complément d'étiquetage qui figure à l'article 37 du règlement. Donc, les mentions et abréviations. Donc, mention, c'est appellation d'origine protégée, indication géographique protégée, abréviation AOP, IGP. Donc, qui sont pour tout ce qui est utilisé comme ingrédient, peuvent figurer sur l'étiquetage et la publicité d'un produit transformé. Et dans ce cas-là, il faut qu'elle figure clairement à la suite de l'ingrédient et que on comprenne que ça ne concerne que l'ingrédient. Et le symbole de l'union ne figure que à côté de l'ingrédient, pas de la dénomination de la denrée alimentaire. Donc, le règlement ne reprend pas toutes les recommandations d'étiquetage dans les lignes directrices de 2010, c'est pourquoi elles restent d'actualité et ça a été rappelé par la Commission. Donc, elles vont apporter des précisions sur l'utilisation des mentions, abréviations ou symboles de l'Union européenne qui vont pouvoir accompagner la dénomination enregistrée.
Donc, il y a une utilisation possible au sein ou à proximité de la dénomination de vente ou dans la liste des ingrédients. Donc, si les conditions précisées, donc pas d'ingrédients comparables, une quantité suffisante et une quantité précisée dans l'étiquette. Donc, si ces 3 règles sont respectées, c'est possible. Et aussi, donc, il faut surtout qu'on comprenne clairement que l'AOP et l'IGP ne se réfèrent pas à la denrée alimentaire, mais bien au seul ingrédient. Donc, vous avez les exemples qui sont donnés par la commission. En fait, une pizza au roquefort, une pizza élaborée avec du roquefort AOP, ces dénominations sont acceptées. Par contre, pizza au roquefort AOP est refusée, car on pourrait penser que c'est toute la pizza au roquefort qui est sous AOP, alors que c'est seulement l'ingrédient. Alors, autre complément apporté par la ligne directrice, donc qui sont toujours en vigueur. Lorsqu'un ingrédient comparable à un ingrédient bénéficiant d'une AOP ou IGP a été mis en œuvre, la dénomination enregistrée est indiquée qu'au sein de la liste des ingrédients. Absolument interdiction d'apparaître dans la dénomination du produit fini. Donc, et elle apparaîtra dans des caractères identiques aux autres ingrédients, donc pas de mise en évidence. On a une petite question, je me permets, on a une petite question dans le chat donc de Cathy qui demande la notification est-elle une obligation? Que peut faire l'ODG s'il se rend compte qu'il n'y a pas eu de notification? Réglementairement, c'est marqué qu'il doit que le producteur doit notifier. Donc alors c'est réglementaire, mais actuellement il n'existe pas encore de sanction en fait pour la non-notification. Déjà, il y a la question de la mise en œuvre de ces dispositions au niveau national. C'est-à-dire que on pourrait considérer comme ça, de facto, vu le dispositif qui existe en France au travers de la reconnaissance des organismes de défense et de gestion, que cette notion de groupement de producteurs reconnu, qui est maintenant aujourd'hui indiquée, est un élément important d'ailleurs d'évolution du règlement européen. De facto, voilà, c'est la notion de groupement de producteurs reconnu égale ODG en France. En réalité, il y a besoin de formaliser un petit peu auprès de la Commission la transmission, en fin de compte, de la liste de l'ODG en tant que groupement de producteurs reconnu, ce qui n'est pas encore fait aujourd'hui. Donc, je dirais que au jour d'aujourd'hui, ça ne répond pas complètement à votre question, au jour d'aujourd'hui, en l'absence de groupement de producteurs reconnus au niveau national, je pense que vous avez compris la nuance, hein, qu'il n'y a que tant qu'on n'a pas formalisé donc, cette information auprès de la Commission, on va dire que les articles sur la notification ne s'appliquent pas, entre guillemets. Par contre, après coup, lorsque les choses seront formalisées, de facto, attendez, c'est tout notre écran qui va s'éteindre. Donc, ça, ce sont des points, effectivement, qu'on fera remonter pour avoir un peu plus d'informations, puisque en l'absence de notification, je ne sais pas ce qui se passera aujourd'hui. Voilà. Attention, vidéo coupée. Excuse-moi, Cathy, hein, je n'ai pas répondu à la question. Tant que tu l'aurais. Après, non, mais je me doutais bien qu'il n'y avait pas une réponse complète aujourd'hui. Mais du coup, il y a Brigitte qui a rajouté un élément sur savoir comment, en fait, comment c'est. Enfin, est-ce qu'il y a une forme attendue pour la notification ou est-ce que un simple mail suffit? C'est marqué par recommandé, il me semble, dans le texte. Pour l'accusé de réception, il me semble. Ouais. Je ne suis pas sûr que ce soit. Après, je ne suis pas sûre qu'il y ait un formalisme, c'est une demande écrite, ça c'est sûr, mais attendez, on n'a plus d'écran, désolé. Oui, on a un problème d'écran. C'est pour éviter le courrier soi-disant envoyé, mais jamais reçu, en fait. Oui. Non, mais il y a des choses à préciser. Hein. Oui. Très clairement, nous-mêmes, on a la même question aujourd'hui hein, sur la procédure, sur la forme. Vous aurez compris néanmoins que c'est pareil au niveau des opérateurs qui vous notifieraient les choses. C'est bien, vous verrez dans les exemples, c'est bien d'avoir effectivement une information de la part de l'opérateur. Est-ce qu'on nous voit Je ne sais pas si on nous voit. Oui. Nous, on a un petit problème On vous voit, on ne voit plus le diaporama, mais. de télé, c'est éteint, c'est pour ça, ouais. Et c'est autant de demandes que de produits transformés où on peut faire, ils peuvent faire une demande groupée en disant j'utilise tel produit sous IG pour tel produit, tel produit, tel produit.
Ce que vous verrez au travers des exemples qu'on va évoquer tout à l'heure, c'est que mine de rien, c'est pas si simple, quoi. Et que, comme tout à l'heure, j'indiquais que quand on voit une anomalie, il faut vraiment le documenter. À mon avis, un simple opérateur qui dit j'aimerais bien utiliser telle dénomination de vente intégrant le nom de votre IG, c'est pas suffisant quelque part pour juger. Il faudrait aussi avoir le bon à tirer, il faudrait avoir la liste des ingrédients. Donc il y a effectivement besoin de travailler, je pense. Enfin, moi, je sais que j'ai fait des alertes auprès de ma direction et auprès du service juridique en disant on va peut-être pas se mettre à la place des ODG, mais peut-être quand même leur donner une sorte un peu de ligne directrice, justement, pour mettre en œuvre cette disposition de la réglementation. Pour l'instant, j'ai pas eu d'écho, je vous avoue. Donc, si les fédérations veulent aussi pousser dans ce sens-là, ce sera bien volontiers. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que ça commence à venir, mais pas tant que ça. Mais par contre, ça vient de nos collègues de d'autres États membres. C'est-à-dire que j'entends énormément parler, par exemple, d'entreprises italiennes où manifestement le message a été plus vite passé entre le gouvernement italien et puis les opérateurs industriels qui viennent et qui envoient des notifications assez récurrentes à nos ODG parce qu'ils veulent utiliser, je sais pas, du comté, de je ne sais quoi, etc., etc. Au niveau de la délégation territoriale, je n'ai entendu pour l'instant qu'un exemple qui était que l'AVA, Association des vins d'Alsace, a été interrogé par un opérateur qui voulait utiliser, je ne sais plus dans quel produit, la dénomination Alsace. Je ne sais pas de votre côté, est-ce que vous avez déjà été notifié par un opérateur dans vos ODG? À ma connaissance. Non. Mais Voilà. ça pourrait arriver sur des produits qui sont très utilisés comme ingrédients. Donc, je pense par exemple à l'ail d'Arleux ou je pense aussi au maroilles. Oui. C'est ça. Donc, et en fait, nous, on a deux inquiétudes. C'est à la fois, je trouve ça super intéressant de devoir avoir une notification pour qu'en effet l'ODG vérifie qu'il n'y a pas usurpation, qu'il y a bonne utilisation de son terme. Mais en même temps, pour des produits qui sont largement utilisés comme ingrédients, c'est une vraie mission de l'ODG et qui demande des ressources supplémentaires que l'ODG n'a pas forcément. Donc, ça pose beaucoup de questions, même au sein des fédérations actuellement. Ouais. C'est pas l'INAO, le ministère, qui a demandé cette évolution dans le texte réglementaire communautaire, européen. Comme Maastricht est passé par là, on n'est plus dans du communautaire. Mais c'est, je crois, un amendement parlementaire qui est tombé au niveau du Parlement européen, qui a rajouté effectivement cet élément-là. Voilà. C'est comme le sujet aussi, mais ça n'a rien à voir sur la possibilité donc de déposer des bilans ou des audits de durabilité auprès de la Commission. C'est pareil, c'est venu par un amendement parlementaire. Je vous propose de poursuivre. J'avais une autre question du coup. Pardon. Allez-y. J'avais une autre question du coup sur les ingrédients. Enfin, j'ai pas bien compris là, le cas de la pizza au Roquefort et pizza à base de Roquefort AOP. Et j'avais une question du coup sur les ingrédients comparables pour un fromage. C'est tous les fromages qui sont comparables à un fromage AOP ou c'est un fromage du même type? Ce que je te propose, Cathy, c'est que dans les exemples qu'on a mis, il y a des exemples un peu équivalents, ce sera l'occasion un peu d'illustrer, éventuellement de répondre à ces questions. Il y a Benoît qui voulait aussi intervenir. Oui, c'est ça. Heureusement, c'est j'ai une Marie-Claire qui suit à côté. C'est pareil, c'était pour savoir où tu plaçais le curseur en aliments comparables. Oui, ça, malheureusement, je ne pourrais pas vous apporter la réponse en vous disant que seuls les tribunaux sont souverains. Voilà, c'est toute la difficulté du sujet. Alors après, vous verrez qu'on s'est un peu battu avec Mme Lagadec pour savoir, sur les exemples qu'on a donnés, est-ce qu'on est tous, on est d'accord l'un et l'autre. Vous verrez que c'est vrai que l'INAO, au niveau des produits comparables, est souvent un peu plus strict. On va dire ça comme ça. Mais malheureusement, je me permets de reprendre et de redonner la parole à Mme Lagadec pour continuer, si vous me permettez. Je suis désolé, mais je voudrais quand même qu'on puisse voir les exemples parce que ça a l'avantage d'illustrer les choses. Oui. On en était là? Oui, on en était là. Donc pour les STG, il n'y a pas de règle définie pour l'utilisation d'un ingrédient STG dans une denrée alimentaire. Ce sera par un acte délégué que ces règles pourront être établies. Oui, que je fasse.
C'est moi qui me trompe maintenant. Donc cet acte délégué, il fera notamment référence à l'utilisation d'ingrédients comparables et donc aux critères qui permettent de déterminer qui est une caractéristique essentielle conférée aux produits transformés. Donc, pour le moment, pas de règles pour les STG. On a uniquement pour les AOP et les IGP. En ce qui concerne le bio, on est dans l'article 16 du règlement. Donc, la denrée, elle est certifiable bio. Donc, si elle a déjà des ingrédients d'origine agricole à plus de 50%, il faut que les ingrédients utilisés soient bio et que tout ce qui est non biologique ne soit limité et autorisé. Je vais pas y arriver. Non, c'est bon là? Oui. Ah oui, alors, donc, les additifs et auxiliaires donc, sont sous-autorisés donc, dans le règlement 2021-1165. Au niveau des arômes, il faut uniquement des arômes naturels. Et en fait, tout ce qui est minéraux, vitamines, c'est réservé aux produits pour les bébés et les enfants en bas âge. L'emploi de colorants est interdit, sauf cas particulier pour certains produits comme les viandes et les œufs, et également à certaines périodes de l'année pour la coloration des œufs de Pâques. Et ensuite, on reste sur des méthodes de transformation, alors de préférence biologique, mécanique ou physique, et leur utilisation ne doit pas dénaturer le produit. L'article 30 va évoquer tout ce qui est étiquetage des denrées alimentaires bio. Donc, celles-là apparaissent dans la dénomination de vente du produit. Il faut qu'il y ait au moins 95% d'ingrédients d'origine agricole biologique. Les 5% restants sont des ingrédients non biologiques autorisés. Et la mention biologique, elle peut figurer dans la dénomination des produits. Donc ça, c'est le cas dont l'ingrédient principal serait issu de la pêche ou de la chasse. Donc il faut vraiment, pareil, que l'ingrédient biologique, on comprenne que ça fasse référence à cet ingrédient, que ça n'induise pas en erreur le consommateur. Ça, c'est un petit cas particulier. Ensuite, pour ce qui est de l'allégation au niveau de la liste des ingrédients, elle est possible pour les produits qui auraient moins de 95% d'ingrédients d'origine agricole biologique. Toutefois, tout ce qui va être terme biologique, bio, etc., sur le produit dans la dénomination de vente, du coup, sont interdits. Le produit est bien entendu conforme aux règles de la production biologique et l'opérateur doit être certifié. Alors, il y a le cas particulier du sel. Donc ça, c'est tout récent. On a cherché à tomber d'accord au niveau européen, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, il y a des pays qui ne sont pas d'accord pour reconnaître le sel biologique. Du coup, la France, elle passe par un cahier des charges qui a été formalisé par l'arrêté du 15 juillet 2024. Bon. Donc, la conséquence sur les produits transformés. Donc, en fait, il y a différents cas. Alors, tout ce qui va être sel aux fines herbes, donc c'est plutôt du sel et un ingrédient minoritaire avec. Donc, si le sel n'est pas bio, le produit ne pourra plus être certifié bio. Mais les ingrédients bio peuvent être mentionnés dans l'étiquetage, comme ça a été précisé précédemment. Donc, les opérateurs ne pourront plus utiliser leur étiquetage faisant à la référence du produit bio pour le produit transformé global. Mais il y a toujours une période de transition pour qu'ils puissent écouler les stocks. En revanche, si le sel il est bio, là, pas de souci, le produit peut être certifié bio et les règles d'étiquetage classiques s'appliquent pour ce produit bio. Pour tout ce qui est produit type bouillon, donc il y a une grande quantité de sel, mais il y a énormément d'autres ingrédients, donc là, rien n'est tranché. Pour les autres produits, si le sel n'est pas bio, on considère que le sel ne rentre toujours pas dans le calcul des 95%. Et par contre, s'il est bio, pas de souci pour que ce soit mis en avant comme ingrédient bio et que ça entre dans le calcul des 95%. C'est là. Ça va poser problème, on se doute, au niveau des étiquetages. Seul Certipack a fait une demande d'agrément. Alors, je ne sais pas si ça a été... où est-ce que ça en est? C'est fait. C'est bon, c'est fait. Voilà. Donc, il n'y aura que le Certipack qui pourra certifier du sel bio. Certipack bio. Voilà, Certipack bio. Voilà. Alors, le label rouge. Alors, en soi, les règles d'utilisation d'un ingrédient label rouge dans
dans une denrée alimentaire ne sont pas définies dans le code rural. Toutefois, cela reste possible, comme ça a été évoqué, mais comme d'habitude, il ne faut pas que l'étiquetage laisse penser que c'est toute la denrée alimentaire qui est label rouge. Et on ne fait pas une publicité non plus sur le label rouge si l'opérateur n'est pas certifié pour la fabrication du produit fini, même s'il utilise un ingrédient label rouge. Non, c'est bon. C'est ça. On a souvent le cas en fait avec des boulangers qui utilisent de la farine de blé label rouge, donc ils vont fabriquer leur baguette, mais ça peut rentrer donc en évocation de la baguette de pain de tradition française label rouge qui elle vraiment est sous ce label, et on a le cas donc de ces boulangers qui font une grande publicité du label rouge alors qu'en fait déjà ils ne sont pas certifiés. Et donc, c'est une tromperie au sens du code de la consommation. Voilà. Voilà pour les parties. Est-ce que vous voulez qu'on passe au cas pratique directement ou bien peut-être des questions complémentaires? Je ne sais pas si au niveau du chat, il y a eu d'autres... Parce que nous, on ne voit rien. C'est vrai que c'est un peu le défaut de présenter en même temps. Il y avait juste une remarque de Brigitte par rapport à tout à l'heure. Je ne sais pas si tu veux prendre la parole, Brigitte, du coup, pour dire ta petite remarque que tu avais mis par rapport au fromage. Oui. Oui, en fait, j'ai mis dans le chat la réponse par rapport à la question de Cathy qui demandait si pour le fromage, c'était tous les fromages qui étaient considérés comme un produit comparable. Et pour avoir interrogé, il y a de ça un moment, Fanny Hennequin à ce sujet précisément, pour un cas d'école qui nous concernait, elle avait bien confirmé qu'effectivement, pour les fromages, c'était tous les fromages qui étaient considérés comme des produits comparables et que la distinction fromage de chèvre, fromage de vache, fromage de brebis n'intervenait pas, mais ça ne concernait, heureusement d'ailleurs, que les fromages et pas les autres produits laitiers. Le fromage, un petit persillé, etc. Et on peut aussi, il y a de la crème ou du beurre, c'est pas concerné comme produit comparable avec un fromage sous IG. Non, comme je le disais, dans la rubrique fromage, elle avait bien précisé que les autres produits laitiers n'étaient pas concernés. Comme je le disais précédemment, donc effectivement, seuls les tribunaux sont souverains, il n'y a aucune définition précise, et on se base, comme vous le disiez, Madame Bonnet, merci, sur la jurisprudence tout simplement qui peut exister et s'établit au fur et à mesure. Pour les fromages, on en a une, c'est déjà ça. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On vous propose les cas pratiques. Alors, on a essayé de mettre quelques exemples. On vous propose éventuellement de réfléchir 5-10 secondes sur les étiquetages et puis après, on fait la correction. C'est un peu ça l'idée. Il y a un peu de tout, hein. C'est un peu, surtout des sujets, c'est des choses. Alors, un point, peut-être que ça, on ne vous les enverra pas forcément dans le cadre des documents qu'on vous transmettra, pour plusieurs raisons. La première, il y a des marques qui sont citées, des produits, et puis en plus, on a repris des éléments qui sont anciens, donc qui sont plus forcément d'actualité, qui, suite à des interventions de nos différents services ou des ODG, ont conduit, je dirais, à des évolutions et à la correction. Donc, c'était plus des illustrations, si vous voulez, et on n'aime pas forcément, je dirais, mettre en avant ou aller au travers d'une présentation qui pourrait circuler, mettre, je dirais, l'opprobre sur une marque, une entreprise. Voilà, c'est pour ça que je permets de vous faire ce petit préambule. Donc, si je veux bien passer à l'autre, voilà. Donc, vous avez ici 2 produits. Bon, ça commence déjà un